Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Fait que tu nous commences ça à froid, Gabriel. Let's go dans l'anneau en drift. Ben écoute, le moteur est chaud. Oui. Et on a la voiture pour le faire. Évidemment, Audi RS3, rouage intégral. Et surtout, ce fameux moteur exceptionnel qui est le moteur 5 cylindres en ligne. Tellement agréable à l'audible. Moi, j'adore cette sonorité-là. Et c'est une mécanique qui est désormais unique chez Audi. On l'avait dans la TTRS dans le passé. Exact. Mais il n'y a plus d'autres voitures chez Audi qui ont cette combinaison mécanique-là. On l'a ramenée d'ailleurs parce qu'elle avait quitté notre marché pendant une courte période. Et les amateurs en sont bien heureux, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et ce qui rend la raison pour laquelle c'est une sonorité qui est tellement évocatrice, c'est que l'allumage se fait tantôt dans des cylindres qui sont voisins et tantôt dans des cylindres qui sont espacés. Donc Okay. la séquence d'allumage, c'est 1, 2, 4, 5, 3. Donc c'est pour ça que ça donne cette sonorité qui est tellement particulière à ce moteur chez Audi. 394 chevaux, 364 livres-pieds de couple. Est-ce que c'est un peu décevant? Parce que si tu regardes ce que propose la compétition, bien qu'il n'y en ait pas réellement, ben moins de 400 chevaux dans une voiture de cette trempe-là aujourd'hui, c'est pas particulièrement hors des normes. Si tu regardes une BMW M2, par exemple, on dépasse cette puissance-là dans une bagnole qui est plus moderne, mais qui n'a pas la polyvalence d'une RS3 parce que c'est une voiture propulsée. Ici, tu as l'avantage du rouage intégral, mais la puissance aurait pu être un petit peu plus poussée. Peut-être, mais moi, je trouve que c'est juste assez côté puissance pour rendre ça vraiment le fun. Ouais. Et des fois, trop, c'est comme pas assez. Mais dans ce cas-ci, c'est tout à fait... ça convient parfaitement à la voiture. Et écoute, moi, de toutes les voitures qui existent sur le marché, je dois te dire, ça, c'est une de mes voitures préférées. Définitivement dans mon top 5. Cylindre? Mais c'est une voiture qui a une structure très intéressante. La précision de la direction est phénoménale. Et puis, tu sauras me le dire, mais le rouage intégral là-dessus, c'est dur à battre, là. Oui, tout à fait, parce que, évidemment, c'est le rouage intégral Quattro. On sait très bien que Audi maîtrise parfaitement bien cette technologie-là depuis des années. Et donc, on voit la démonstration ici du savoir-faire des ingénieurs de la marque. Il y a quand même une particularité sur cette voiture-là et qui est unique là, dans le segment aussi, c'est le fait qu'on ait des pneus plus larges à l'avant qu'à l'arrière. Évidemment, c'est pour limiter le survirage parce que c'est une bagnole qui est conçue, qui est toute petite. C'est pas gros, là, une RS3, et c'est une bagnole qui a besoin d'avoir du mordant. On ne sent pas qu'on a des pneus plus larges à l'avant, mais c'est une particularité de le constater. Oui, exactement. Et c'est ça aussi qui fait en sorte que tu as une excellente motricité en conduite hivernale avec cette voiture-là aussi. Ça aide beaucoup justement pour la motricité initiale, en plus évidemment d'avoir le rouage Quattro. Bon, l'autre élément, c'est que tu as ce qu'on appelle le torque split. Autrement dit, c'est un vecteur de couple que tu peux gérer indépendamment sur l'essieu arrière pour pouvoir faire déraper le train arrière, que tu n'as pas besoin d'utiliser dans le contexte actuel parce que Mécaglis nous a préparé une piste qui est extrêmement glacée, mais ça peut être un élément bien intéressant sur circuit, là, notamment. Dans le mode Torque Rear, tu peux envoyer 100% du couple à la à la roue extérieure en virage, ce qui fait en sorte que c'est facile même de faire de la drift avec cette auto-là sur de l'asphalte. Évidemment, tu vas brûler tes pneus assez rapidement, merci. Oui. Des pneus qui sont quand même assez coûteux à remplacer, soit dit en passant. Exactement. Ouais. Mais donc, cette technologie-là du torque splitter, c'est véritablement ce qui permet de transformer le caractère de cette voiture, puis lui donner véritablement là, un caractère qui est vraiment très, très joueur, très, très enjoué sur cette auto. Donc, 5 cylindres, 394 chevaux, c'est une belle mécanique, mais un élément qui aide à ce que cette voiture-là soit performante, c'est la boîte séquentielle double embrayage, 7 rapports. Il n'y a pas de manuel, évidemment, ça aurait été trop beau, mais c'est une transmission qui fait quand même un bon boulot, là. Tout à fait, surtout lorsqu'on la contrôle en mode manuel au moyen des paliers au volant, parce que quand on est en mode automatique, des fois, il y a un certain délai
de réaction de la boîte à double embrayage, souvent typique là, de ce genre de boîte à double embrayage. Et donc, avec les paliers au volant, bien, ça permet justement de réduire à néant ce petit défaut de la voiture. En fait, sais-tu quoi? Il n'y a pas beaucoup de défauts sur cette auto-là. Je te dirais peut-être justement la réactivité de la boîte en mode automatique. Ouais. Le fait qu'on n'a pas un modèle Sportback. Donc, ça... 5 portes avec Aion qui est disponible en Europe et sur d'autres marchés. Ça en ferait la voiture idéale. Et évidemment, le prix qui est très, très élevé sur ce modèle. Il faut aussi expliquer que, oui, du côté de l'Europe, on a cette version hatchback qui, à mon avis, est plus jolie, plus polyvalente aussi. On aurait aimé ça. Mais on nous dit encore que les Américains préfèrent les voitures à coffre indépendant. Et je suis persuadé que si on amenait un modèle hatchback chez nous sur le marché nord-américain, en incluant le marché américain, bien, on en vendrait davantage parce qu'il y a plus d'amateurs qui mordraient à l'hameçon dû au fait que c'est une voiture à haillons. C'est vrai dans le cas d'une voiture traditionnelle qu'on préfère peut-être des berlines à 3 volumes, mais pas dans ce genre de machine-là. Exactement. Alors pour moi, une RS3 Sportback avec une boîte tuilée sur le toit pour les skis, ce serait vraiment la combinaison idéale. Oui, bien là, les skis ici aujourd'hui... Plus comme des patins. C'est ça. En fait, il nous manque des crampons sur les pneus en ce moment parce que ça commence à être sérieusement glissant. Là. Exact. Ce serait plus cool avec des crampons, mais on trouve son plaisir quand même. Devriez-vous utiliser de l'essence super? Consultez le manuel du propriétaire pour savoir si vous devez opter pour un carburant avec un indice d'octane supérieur, la fameuse essence super. Utilisez-la seulement si le constructeur l'exige. Sinon, l'essence super n'a pas d'avantage, c'est une dépense inutile. Gabriel, on lâche l'anneau, évidemment, pour que je puisse te parler sans que le haut-le-cœur me prenne, parce qu'évidemment, après une vingtaine de 8, je t'avoue que c'est un peu dur sur le système. Tu vois que la voiture est capable, là, mais quand même. Une bagnole qui est super impressionnante, mais il y a aussi la S3 qui est une possibilité chez Audi. Bon, évidemment, c'est la RS3 qui vole le show, mais pour ceux qui ne veulent pas aller dans l'extrême comme celle-là, bien, la S3, c'est une sacrée bagnole de performance également. Tu as 328 chevaux, tu as des accélérations qui sont vraiment intéressantes, un plaisir de conduire qui est peut-être pas aussi relevé qu'ici, mais qui s'en rapproche sérieusement, qui est la base d'une Golf R essentiellement, mais à la sauce Audi, et qui est évidemment une bagnole très raffinée. Oui, tout à fait. Donc, dans ce cas de la S3, évidemment, c'est un moteur 4 cylindres moins puissant, évidemment, 4 cylindres turbo moins puissant. Mais tu as raison de dire que c'est une voiture qui devient très intéressante aussi lorsqu'on la compare avec la RS3. Évidemment, tu n'as pas la carrosserie qui est aussi évoluée sur la S3 que sur la RS3. Les voies élargies. Exactement, les roues élargies, les roues plus larges, etc., etc. Et aussi, la S3, elle a aussi le torque splitter. Donc, depuis l'année dernière, tu peux avoir le torque splitter fait partie de la dotation de série de la S3. Ça ne te permet pas d'avoir les modes aussi évoluer pour faire de la drift que dans la RS3, mais tout de même, c'est des modes qui permettent de sortir le plus de performance possible de ce modèle-là. Donc la S3, c'est définitivement à considérer si la RS3 est un petit peu trop hors budget, si je peux m'exprimer ainsi, parce que quand même cette auto-ci... c'est une auto plus radicale. Là. Ouais, c'est pas tout le monde qui veut avoir une auto aussi radicale que ça, aussi poussée sur le plan technique, parce que forcément, c'est aussi une voiture qui va coûter plus cher d'entretien. Oui, tout à fait. Bon, puis évidemment, ici, on a la machine la plus poussée dans la mesure où on a aussi l'ensemble dynamique optionnel qui comprend les freins de carbone céramique. C'est une option de 7 150 $ pour avoir un niveau de performance en freinage qui est encore plus relevé. Il faut que tu aies besoin de ça ou que tu veuilles épater la galerie, là, c'est selon, pour prendre cette option-là qui est quand même assez coûteuse. Là. Exact. Et moi, ce que je trouve d'intéressant de la RS3, c'est véritablement une voiture de connaisseurs. Les gens qui connaissent cette auto-là la reconnaissent tout de suite, la voient tout de suite, la remarquent tout de suite. Mais pour le commun des mortels qui n'est pas nécessairement un fan d'automobile,
les gens regardent cette voiture-là et disent « Bon, d'accord, c'est une jolie voiture. C'est un sleeper, en fait. C'est une voiture que les gens qui ne connaissent pas ça ne doutent pas de la performance de cette voiture-là. Et c'est pour ça aussi que ça en fait une voiture qui peut être aussi agréable au quotidien, selon moi, parce que c'est une voiture qui est pas tellement tape à l'œil. C'est quand même relativement discret comme look. Bien, tu peux la prendre en jaune, en rouge, en bleu, mais évidemment, en gris comme ça, bien, c'est une couleur plus discrète. J'aime beaucoup, moi, cette approche-là. Il y a des petits détails qui te confirment que c'est une voiture de performance, mais c'est pas aussi violent visuellement que certaines autres voitures de performance. Ça me plaît un petit peu quand même. Il faut quand même parler de l'aménagement parce que c'est pas une grosse voiture. Il y a des gens qui pourraient s'y sentir un peu à l'étroit. On l'a réglé, ce problème-là, avec cette génération-là, bon, qui a quelques années déjà, là, mais aux places arrière, c'est quand même assez restreint. Il y a un coffre minuscule dans cette auto-là, surtout dans les S3, RS3, parce que le rouage intégral, les éléments mécaniques viennent prendre davantage d'espace. Si vous cherchez une voiture qui pourrait, par exemple, vous offrir un certain niveau de performance, mais qui doit aussi servir de bagnole familiale, sachez que ça ne sera pas nécessairement pratique et qu'à ce moment-là, bien, il vaut peut-être mieux aller du côté d'une S5, là, par exemple. Exact. Mais pour ce qui est du look à l'intérieur, moi, ce que j'aime, c'est il y a certaines petites touches qui évoquent la performance, donc qui font comprendre que tu es à bord d'une RS3. Ouais. Donc, le petit marqueur rouge ici, au sommet du volant. Aussi, les petits éléments rouges dans les buses de ventilation, tout la ça. Fibre de carbone. Exactement. Pour le reste, c'est très épuré. Bon, évidemment, tu as l'écran pour l'instrumentation, l'écran ici pour le système multimédia, mais tu as quand même conservé des touches physiques pour le système de chauffage, climatisation, les modes de conduite, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est très cool sur cette voiture. Il y a un truc que moi, je déteste, par contre, sur cette auto, c'est les touches haptiques ici au volant. Oui, parce que contre-intuitives. Souvent contre-intuitives, mais aussi des fois, quand tu manœuvres, quand tu tournes le volant, tu peux accrocher avec ta paume de ta main ici, augmenter le volume de la chaîne audio ou changer de poste sans nécessairement le vouloir. Donc, de ce côté-là, c'est moins intéressant. Et ce qui est vraiment cool aussi de cette voiture, c'est les boutons ici RS sur le volant qui te permettent de passer rapidement à la simple pression de ce bouton d'un mode de conduite à l'autre. Ouais. Et ça, c'est vraiment le fun quand tu roules sur nos routes qui sont parfois en très bon état, parfois en moins bon état. Ouais. Souvent en moins bon état, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc, tu peux aussi, au moyen du mode individual, calibrer les suspensions au mode plus souple, plus confortable, et tout le reste en mode plus sport. Et ça permet véritablement... Cette voiture-là, en fait, prend le caractère de la programmation que tu fais dans les modes de conduite et ça te donne une expérience de conduite qui peut varier d'un extrême à l'autre là, assez rapidement. Avec les frais de transport préparation de concessionnaire, ça débute à 81 145 $ cette voiture-là. Et dans le cas qui nous concerne, 93 590 $. Ça, c'est le prix de la bagnole, là. C'est vraiment pas donné. Et les taux de financement et de location, eux aussi, on a pesé fort sur le crayon. 7,98 % de taux de financement sur 6 ans pour une mensualité de 1 901 $ taxes incluses. Pas 901, là, 1 901 $. C'est énormément d'argent. Et on est à 1 675 $ pour une location 4 ans, 20 000 km d'allocation annuelle à un taux de 6,98 %. Alors, c'est pas pour toutes les bourses. Il faut vraiment vouloir se faire plaisir et aller, comme tu dis, chercher le côté puriste de la machine pour essayer de justifier la facture. Oui, effectivement. Donc, encore une fois, c'est le principal point faible de cette voiture, c'est son prix. Et comme je l'expliquais tantôt aussi, le fait qu'on n'ait pas le modèle Sportback ou les touches haptiques au volant, la réactivité de la boîte en mode automatique. Mais pour le reste, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Et le plaisir de conduire est au rendez-vous à chaque fois que tu prends le volant de cette auto-là. Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. Bonne nouvelle, certaines garanties offrent de renouveler ta garantie quand ton plan initial se termine.
Résultat, tu restes protégé encore plus longtemps. Aimes-tu ça, Mathieu, un vrai char avec un vrai moteur? Ça, c'est sportif, monsieur, hein? Oui, monsieur. Tout est orienté vers, justement, la performance dans ce véhicule-là. C'est l'impression qu'on a immédiatement lorsqu'on entre à bord. En partant, toute l'instrumentation est orientée vers le conducteur, pas faite pour le passager. Toi, tiens-toi bien, puis on y va, pépé, hein? Oui, c'est ça. Tu vas me faire une démo, là? Non. Par contre, ce que je vais te montrer, c'est que c'est tellement vrai que tout est orienté vers ça qu'on a beaucoup de paramètres qui sont liés à la performance. Hein, le fameux chronomètre, le nombre de G qu'on va encaisser, la pression des pneus, la température aussi de différents éléments, notamment de l'huile. On a la température, je pense, des pneus à gauche, à droite. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui sont faites pour pouvoir donner des informations à ceux qui sont friands de vitesse et de performance. On obtient ça, évidemment, dans une RS3. Tu n'auras pas un niveau d'information aussi élevé dans une A3 régulière, qui est la même base que cette voiture-là. Mais c'est une bagnole destinée à la conduite dynamique, à des gens qui apprécient la conduite automobile. Et il y a des gadgets qui me font un peu rire. Par exemple, l'assistant de stationnement que tu peux sélectionner pour que la voiture se stationne d'elle-même en parallèle. On peut imaginer que celui qui achète ça ou celle qui achète ça a déjà peut-être sa carte as du volant pour pouvoir se stationner. Hein? Et tu sais, ce que je trouve ironique, c'est qu'il y a des fonctions qui sont plus importantes que tu vas devoir aller chercher dans les sous-menus de l'écran, alors que ça, on te l'a placé comme une des 5 fonctions primaires au niveau des boutons physiques juste en haut de la console. Et des fois, il y a des affaires comme ça qui s'adaptent mal, mais effectivement, tu as cet avantage d'avoir une position de conduite exceptionnelle et tu as quand même des écrans d'une qualité graphique que tu dois apprécier parce que même si c'est pas une auto de l'année, il y en demeure pas moins que c'est très moderne comme présentation. Et super paramétrable. Qu'est-ce que tu veux avoir en avant de toi? Qu'est-ce qui est important selon tes besoins, ton type de conduite? As-tu vu l'association avec le fabricant de haut-parleurs? On n'est pas dans du Bang & Olufsen, on n'est pas dans du Bose, on est dans du Sonos. Oui, monsieur. Donc, ces fameux haut-parleurs connectés qui se sont fait connaître avec ces petites enceintes dans les maisons. Autre chose aussi, c'est le paramétrage possible des feux à l'avant lorsqu'on s'approche du véhicule, lorsqu'on barre aussi. Donc ça, c'est un petit clin d'œil intéressant. Mais c'est une signature visuelle et chez les constructeurs automobiles, on s'identifie de plus en plus via les phares, via le type d'éclairage. Et on voulait aussi distinguer la RS3 d'une A3 ou d'une S3 sur le plan visuel. Et c'est une façon franchement intéressante de le faire. Par contre, si vous accrochez la voiture, ça se peut que ça coûte cher de remplacer un phare là-dessus. Absolument. Alors, au volant, je peux monter ou baisser le son. Est-ce que tu as vu où est le bouton volume comme ça sur la planche de bord? J'aime plus ou moins. C'est sur la console, juste à côté du levier de vitesse. Ça demande une petite adaptation. Ça me fait penser à la première roulette des premiers iPod. Donc, c'est une espèce de roulette comme ça qu'on va monter, descendre. Ouais. Et effectivement, lorsqu'on est sur la route, c'est peut-être pas le truc le plus facile à utiliser, surtout sur les routes du Québec où ça peut être un peu encombrant. Là. Mais j'ai pas l'impression que l'acheteur d'une RS3 va se soucier de détails comme celui-là. Ce qu'il veut savoir, est-ce que c'est performant? Est-ce que c'est le fun à conduire? Est-ce que tout est à portée de main? Est-ce que c'est efficace? I met Born to be Wild, puis on part, mon grand! Gabriel, je pense que la voiture et les roues particulièrement témoignent du niveau de plaisir que tu as eu à la conduire sur la piste. Et c'est une voiture qui est faite pour ça, pour se faire plaisir. J'ai un peu l'impression que c'est une race en voie de disparition. Il n'y en a pratiquement plus des voitures de ce genre-là. Et je pense pas qu'il y ait plus d'acheteurs. Non, effectivement. En fait, c'est une voiture qui a beaucoup de caractère. Ouais. Et ça, il y en a de moins en moins. La concurrente de ça, évidemment, c'est la BMW M2. Mais des modèles aussi performants, aussi typés que ça, il y en a de moins en moins. Et malheureusement, ils coûtent toujours de plus en plus cher. La BMW M2, c'est une voiture qui est un peu différente de ce qu'on a ici, à 2 portières. Ça, c'est encore plus rare. Mercedes, de son côté, a laissé tomber la 45 AMG dans la classe CLA. Alors,
tu les comptes sur les doigts d'une main et même pas. Exact. Ce genre de voiture-là, effectivement, que les prix sont très élevés. Mais si tu veux avoir du fun, et qui plus est, à vitesse légale, parce que souvent, ce sont des voitures qui sont capables de te procurer du plaisir aussi, même si tu ne roules pas 200 km/h, les solutions se font de moins en moins nombreuses. Exact. Et ce qui est véritablement cool de cette auto-là, c'est encore une fois l'aspect un peu sleeper. Oui, il y a des éléments de carrosserie qui font en sorte que tu devines un petit peu que c'est une voiture performante, mais c'est véritablement une voiture pour connaisseurs et c'est les connaisseurs qui reconnaissent la RS3 et qui reconnaissent aussi sa sonorité qui est tellement particulière. Et c'est ça qui fait le charme de cette auto-là.